Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 324e épisode du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage puisqu'il a l'honneur de recevoir Monsieur Benoît Saint-Denis après l'annonce de son prochain combat à l'UFC. Ce sera le 10 mai, l'UFC 315 à Montréal. Et avec moi donc pour en parler cette semaine, on est ravis de l'accueillir, le combattant UFC français numéro 13 du classement des challengers chez les moins de 70 kg, les lightweight. Comment ça va Benoît Saint-Denis? Salut Alex, bah écoute, ça va, la forme et on est en pleine préparation. Ouais. On le voit, il y a des petites marques sur le visage, on sent que c'est les fighters en préparation et on va parler de ce prochain défi, puis de ta situation et de ton actualité globale dans ce RMC Fighter Club. On l'avait laissé sur les difficiles images de sa défaite contre Renato Moicano à l'UFC Paris. On le retrouve avec l'annonce de son retour dans l'octogone le 10 mai prochain à Montréal pour l'UFC 315 et avec à ses côtés son nouveau coach principal, Nicolas Hoth. Après une année 2024 marquée par des grands rendez-vous sur lesquels il a buté, Benoît Saint-Denis est reparti au charbon avec l'envie de revenir plus fort et de repartir de l'avant. Que peut-on attendre du BSD version 2025 à l'adversaire pour le 10 mai? Comment se passe le début de collaboration avec Hoth? Le RMC Fighter Club reçoit Benoît Saint-Denis pour faire le point sur l'actualité du God of War et évoquer son avenir. Merci beaucoup Benoît déjà d'être là et d'avoir répondu présent à mon invitation. Je vais pas mentir à nos auditeurs, tu as aussi accepté parce que c'est mes dernières émissions. Je vais quitter RMC, je l'annonce aujourd'hui, le 14 avril. Donc c'est parmi mes derniers Fighter Club et je suis ravi que tu aies positivement répondu à cette invitation et qu'on fasse cette émission ensemble avant d'autres aventures. On t'a pas entendu depuis l'UFC Paris, je le disais dans l'intro, et cette défaite contre Renato Moicano. Comment ça va déjà Benoît? Bah écoute, ça va très bien, un plaisir d'être là pour une de tes dernières. Hein. Voilà, rendre un peu de ce que tu donnes au MMA français. Bah écoute, ça va très bien. Il y a eu beaucoup de leçons qui ont été apprises des différentes échéances que j'ai eues en 2024. Ça a été une année difficile émotionnellement parce que c'est toujours les montagnes russes, le MMA, les sports de combat tout particulièrement parce que tu n'as pas d'échéance tous les week-ends comme tu peux l'avoir en basket, en foot, en rugby. Il n'y a pas 3 jours plus tard pour s'attraper. Exactement. Ouais. Mais écoute, très très bien et très très motivé pour la suite. On l'a dit, c'était hier ton annonce sur ta chaîne YouTube. Allez voir la vidéo qui montre aussi des images de tes nouveaux camps d'entraînement. Et puis cette annonce, 10 mai, Montréal, UFC 315, ce sera ton combat de retour. T'es impatient. Il y avait beaucoup qui disaient, on se demandait quand est-ce que Benoît allait revenir dans la cage. Est-ce qu'il allait prendre un an d'absence? Est-ce qu'il allait... T'es impatient, t'es heureux. C'est quoi ton état d'esprit après cette annonce? Ouais, je suis très heureux. Je suis très heureux de revenir. Et de revenir en ayant tiré toutes les leçons de cette année 2024 qui était mine de rien riche en enseignements pour moi et repartir de l'avant avec un combat qui sera un combat sûrement dur parce qu'on est dans le top 15 à l'UFC, donc il n'y a pas de cadeau, mais me revenir dans la cage prochainement, ça me remplit de joie. Moicano, c'était en septembre dernier. Au niveau timing, ça te va? T'avais des fourmis dans les mitaines? T'avais envie de remonter dans la cage avant? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Où toi, tu t'es dit, je prends un peu de temps parce que j'en ai besoin? Bah, on a pris un peu de temps. On avait besoin de prendre un peu de temps, bien entendu. Mais quand tu es combattant, ton métier, c'est de combattre. Il y avait surtout des grosses leçons à tirer de ce combat. Si tu regardes la carte sur Tapologie, le combattant à avoir démarré sa carrière de tous les combattants présents sur la carte à Paris le plus tardivement, c'était moi. Pourtant, je faisais le main event contre Moicano, qui a commencé sa carrière en 2010 professionnelle, ou Dustin, que j'avais affronté un peu avant, qui avait commencé sa carrière en 2008. Ouais, quand ils ont commencé, tu étais loin du MMA encore. Loin du MMA, et surtout, j'avais pas du tout cette expérience. Donc, ça a été très riche en expérience et là, je suis très très content de ce qui est mis en place avec Nicolas. Il me manquait cette pièce à l'échiquier, je m'en étais pas rendu compte, mais qui est une pièce maîtresse. Quand tu es combattant dans la cage, tu es un soldat avant tout, et tu peux pas être général et soldat. Et donc, je suis très content de pouvoir me remettre dans le rôle du soldat et de faire ce que j'ai à faire, moi, de faire ma mission de mon côté, mais en étant chapeauté correctement.
je te reconnais bien là côté bon client, parce que tu as ouvert les 2 grands thèmes qu'on va faire aussi, ton nouveau coach, ta nouvelle structure, et puis bien sûr cette année 2004, on va y revenir, mais je reste un petit peu sur l'actu. On a vu tourner aussi ces dernières heures des rumeurs d'un combat contre Joel Alvarez, le combattant espagnol, notamment un journaliste de Eurosport Espagne qui traite de l'UFC et du MMA, qui a dit que c'était fait. Ton manager sur les réseaux, Guillaume Pelletier, a dit il n'y a rien de fait encore, il n'y a pas de contrat sur la table. On parle, on négocie. Comment t'es à ce niveau-là? Est-ce que c'est une rumeur crédible, cette rumeur Alvarez? Est-ce que vous êtes en négociation? Est-ce qu'il y a d'autres noms sur la table? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce possible adversaire du 10 mai, qu'on connaîtra forcément vite? On est le 1er avril. Bah oui, il y a plusieurs noms sur la table, et tant que tu n'as pas un contrat et un contrat signé, tu n'as pas de garantie. Hein. L'UFC, c'est comme ça. Donc on attend d'avoir le contrat, de le signer, et une fois que ce sera fait, on pourra annoncer officiellement l'adversaire, hein, dans les bonnes et due forme. En tout cas, si c'est Alvarez, ce ne sera pas étonnant. C'est dans les noms possibles. Ouais, ça fait partie des possibilités, bien sûr. Toi, tu avais envie, tu as eu des demandes par rapport à ça? À ton manager, tu vois, quel type d'adversaire tu voulais pour ton retour? Non, je pense qu'il faut respecter aussi la logique du sport. Quand tu subis des échecs, les mecs derrière ont leur opportunité, donc c'est normal. Ça fait partie du jeu. Hein. Moi, on m'a offert, j'ai eu 5 victoires avant la limite de suite. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité d'avoir un gros combat. Donc c'est normal. Je vais sûrement affronter quelqu'un qui sera classé entre ma place et derrière moi, ou légèrement devant. Mais voilà, ça sera un combat dans cet ordre. C'est dans cet ordre de classement-là. Quand on te connaît, il n'y avait pas l'idée de on prend un combat un peu plus facile pour se refaire la cerise. Non, mais de toute manière, aujourd'hui, la place que j'ai à l'UFC fait que tu peux pas prendre de combat facile. Surtout dans ta KT. Ouais. C'est la KT la plus chargée à l'UFC. On est une centaine de combattants signés. Donc, les mecs qui rentrent dans le top 15, c'est des mecs qui sont tous sur des grosses prestations plusieurs fois de suite. Donc forcément, t'affrontes que des gros clients, hein. Donc dans tous les cas, j'aurai pas de cadeau. Donc je m'attends pas à avoir un cadeau, et c'est pas ce que j'espère. Quand tu espères devenir champion, faut battre tout le monde, tout en respectant cette logique sportive. Et voilà. Hein. C'est la logique, comme tu dis, et puis tu as fabriqué ça en fait, parce qu'avec ta série de victoires, avec l'impression que tu as laissée, bah forcément maintenant tu rentres dans cette catégorie-là hyper dense, il n'y a que des gros noms autour, donc forcément c'est des combats pas faciles. On parlait des réseaux sociaux, tu as enflammé un peu la toile, Benoît, parce qu'il y a quelques jours, quand tu teasais l'annonce de ton combat, les gens t'ont posé des questions sur Instagram notamment, et il y en a un qui te parlait de changement de catégorie en 77, et tu as mis 2 yeux, l'emoji avec 2 yeux, ce qui a enflammé tout le monde à faire des articles ou des vidéos pour dire Benoît va changer de caté. C'était pour rigoler? Ouais, tu y as pensé un jour? On sait que tu es un gros 70, tu es un gros moins de 70. Non, pas forcément. Je pense que je suis vraiment dans la norme des 70 kilos, mais ça faisait partie des réponses qui m'ont mis à sourire, parce que les gens s'imaginent plein de choses. Et donc c'est une question qui m'avait fait sourire, donc je l'avais reprise. Bon, d'ailleurs, ça a fait sourire aussi ton manager qui a même moqué en teasant un combat Oumar Sy contre Benoît Saint-Denis. Et il disait qu'il y avait des gens qui l'avaient pris au sérieux, comme quoi les réseaux. Ça c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, mais on en reparlera aussi. Il faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux. Les réseaux. Aujourd'hui, malheureusement, dans le journalisme, toutes les infos ne sont pas toujours vérifiées. Non. Donc il faut, avant de se fier à une information, rares sont aujourd'hui malheureusement les médias qui, au lieu de faire la course en tête, préfèrent être droit dans leurs bottes et être toujours sur une information à 100% fiable. Et d'autant plus, je vais te le dire, dans un milieu jeune comme celui du MMA en France, qui n'est pas encore bien structuré, même professionnellement, et les médias en font partie. Et en effet, on a des médias de diverses qualités et qui font du travail de vérification qui n'est pas du tout le même selon le type de média, pour le coup. L'UFC 315, c'est la carte où Manon Fiorot va disputer la ceinture undisputée des moins de 57 kilos. T'es content d'être avec elle sur cette carte? C'est un événement qui peut être historique pour les MMA français. Elle peut devenir la première championne undisputée, même si Cyril a eu la ceinture intérimaire, on le rappelle, chez les lourds. Ouais, très content parce que c'est une très grosse opportunité. Là, oui, voilà, on parle de ceinture undisputed. Voilà, ça serait potentiellement la première fois pour une Française. Donc, j'ai hâte d'y être, de faire ma prestation et puis de la voir combattre. Et un dernier mot là-dessus, elle va s'imposer, Manon? Elle prend la ceinture? Je pense que Manon, elle a toutes les armes pour gagner. Manon, elle a une cliente en face. Donc, ça va être vraiment, je pense, le combat entre les 2 meilleurs de cette catégorie de poids. On va revenir sur ta collaboration avec Nicolas Haute. C'est le premier gros thème que je voulais aussi aborder. Pourquoi ce choix, Benoît? Ça s'est fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Comment ça a été fait? Est-ce que c'est toi qui l'as provoqué en contactant Nicolas? Comment ça s'est façonné? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Je pense que j'ai beaucoup apprécié la manière dont il travaille avec ses athlètes, que ce soit Jorik, que je connais bien, ou Nassour. Le travail qu'il a fait avec Nassourdine, il est remarquable. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il arrive à tirer le meilleur de chaque combattant, les mettre en confiance et faire un game plan et des mises en situation qui vont se répercuter positivement dans le combat pour aller obtenir une victoire. Et voilà, après je voulais le tester bien sûr au niveau des valeurs humaines, voir comment ça se passerait. Est-ce que c'est un mec qui va, est-ce qu'il va la capacité de me mettre dans le dur, la capacité de discuter, la capacité de plein de choses. Et je m'y retrouve très bien. Je suis très content de travailler avec lui maintenant depuis quelques mois. Et voilà, il faudra faire payer le travail en mai, mais je suis très fier de cette collaboration, surtout qu'il a accepté et qu'il prend du temps avec chaque athlète. Là, il y a Jorik qui va combattre ce week-end. Il sera avec lui, il prend du temps pour lui. Je vois le temps qu'il a pris pour Nassour. Il m'avait fait venir quelques fois sur quelques thématiques pour Nassour pour son combat. Inversement, Nassour m'a redonné ce que je lui ai donné en retour là à l'approche du mien. Donc il y a une bonne atmosphère et surtout c'est quelqu'un qui est intelligent et qui comprend le MMA moderne et qui est un coach purement de MMA. Lui, il va chercher vraiment à gagner un combat de MMA et à avoir un game plan adapté à cette discipline. Avec toutes les facettes du MMA. Toutes les facettes du MMA, et c'est un sport qui est jeune. Hein, donc voilà, en France, il n'y a pas tant de gens qui ont encore cette expertise à ce niveau-là, avec cette capacité d'aller chercher dans tous les domaines le meilleur de leur athlète pour remporter toutes les facettes du combat. Tu parlais de valeur humaine et ça m'a fait sourire parce que j'étais à peu près sûr que tu partirais un peu là-dessus, parce que Nicolas, c'est quelqu'un aussi qu'on a beaucoup reçu au Fighter Club qui explique: quand je collabore avec un athlète, je veux d'abord connaître l'homme avant de connaître l'athlète pour voir si ça match et voir ce qu'on peut s'apporter aussi mutuellement à ce niveau-là. C'était important d'avoir quelqu'un qui a cette approche comme la Nicolas. Bien sûr. Non, je pense que c'est important d'avoir une confiance mutuelle, que lui, il ait confiance en mes capacités et le fait que je vais me donner à fond, et inversement. Et après, on apprend à se découvrir aussi, mais voilà, je suis très content. C'est quelqu'un qui a fait l'effort aussi de venir une semaine à Bayonne aussi pour découvrir mon entourage, les gens avec qui je travaille de longue date, pouvoir les aiguiller et qu'on collabore tous au mieux pour faire de moi le meilleur combattant possible. Et ça aussi, ça me remet aussi une claque d'humilité, parce que je me remets dans le dur à partir, pas à l'étranger, mais à partir à Paris, de sortir de chez moi, ne pas être avec ma famille, pour me mettre dans le dur une semaine, 2 semaines, quelques jours, régulièrement à Paris, dans différentes salles, avec différents sparring qu'il va me proposer, des différentes thématiques. Et ça, c'est très intéressant, et c'est un métier qui est tellement dur que le moindre, on ne peut pas se permettre de se mettre trop dans le confort. Ouais, on le voit dans ta vidéo d'annonce, il y a des images de toi qui travailles à l'INSEP avec Souleymane Sissoko et Luis Mariano en boxe anglaise. Tu travailles au Mamoudi Gym avec Alexis Nicolas, tu travailles avec les gens aussi de Nicolas Haute, les combattants autour de lui comme Jorik ou Nassour. Et j'avais l'impression, moi, dans les images que j'ai regardées hier soir, que tu prenais du plaisir à picorer à droite à gauche, à apprendre de nouvelles choses, notamment dans les images qu'on a avec Luis Mariano, le coach de l'équipe de France amateur de boxe, et que tu retrouvais du plaisir que tu avais peut-être perdu à un moment. C'est le cas? Je me trompe? Je pense surtout que le plaisir de re-être dans le dur dans certaines situations, et d'être plus régulièrement, d'être obligé plus régulièrement un peu à se surpasser, à hausser le curseur de difficulté. C'est surtout ça, et à surpasser des obstacles. Et ça, c'est important pour tous les combattants, de jamais se mettre trop dans une marge de confort. Et ça, c'est dur au quotidien, c'est dur à chaque entraînement. Quand tu domines quelqu'un avec une marge de confort, il faut des fois aller chercher à se surpasser pour aller chercher encore plus de domination et aller se faire mal et pour prendre plus de risques pour à l'entraînement, pour vraiment progresser. Et ce facteur jeu aussi, ouais. Il faut jouer, il faut prendre du plaisir, bien sûr, c'est très important. Sinon, tu fais pas long feu dans cette carrière. Il faut prendre du plaisir à l'entraînement, tout en ayant la capacité de se mettre dans le dur. Ouais, même dans la vidéo, tu dis: je suis content de croiser des jeunes à l'INSEP qui sont en train de construire leur carrière. Ouais. Ça me remet un peu retour aux sources. Ouais, c'est ça. Hein. T'es un petit peu, il y a ce côté-là, un petit peu d'être au milieu de plein de jeunes sportifs qui sont en train de construire leur carrière.
Donc c'est très intéressant. C'est dans le producteur, dans l'oreillette, qui me dit il y a un côté Rocky 3. Moi, comme fan de boxe et de cinéma, je vois le parallèle. Tu parlais de confort tout à l'heure. T'étais tombé dans une sorte de confort à un moment? Je pense que je m'en rendais pas compte, mais j'étais surtout tombé dans le côté c'est moi qui assume le rôle de head coach dans le MMA. J'ai des très très bons coachs qui sont très pédagogues, mais qui sont spécialisés dans des domaines à Bayonne, qui sont très compétents dans leur domaine et qui avaient la capacité aussi de m'amener des sparring partners dans chaque domaine spécifique à adapter. La problématique, c'est que ça reste quand même très différent du MMA et il faut cette personne qui a la capacité de mettre le lien entre toutes ces disciplines et de donner des directives surtout. Il faut un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, le combattant, il peut pas l'être. C'est pas possible. Donc, tu peux pas être le soliste et le... Non, ouais. c'est impossible. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai commise. Voilà, que j'ai appris malheureusement... que j'ai apprise au cours du premier round avec Moïcano. T'ouvres la porte, mais c'est intéressant parce qu'à Paris, il y a eu ces critiques-là. Oui, tu bien les as sûr. entendues à l'inter-round. Mais c'est même moi qui les ai laissés un peu fuiter dans le sens où voilà, j'ai tiré les leçons de ce combat. C'est des leçons peut-être que normalement tu tires beaucoup plus tôt en carrière. Mais comme je dis, moi je suis très jeune dans ma carrière en fait. Donc t'as été accéléré très vite, très haut. je fais des erreurs. Je pense que là, j'ai plus le droit à l'erreur quelque part. Plus le droit en fait à ce type d'erreur. Tu peux faire des erreurs dans un combat, mais tu n'as pas le droit de faire des erreurs de cette envergure-là. C'est-à-dire que là, la charge mentale que je m'étais mise à gérer le camp, les sparring, le côté head coach, plus combattant, c'était pas possible. Ce qui fait que le premier round, j'étais pas dedans. Surtout pour un main event. Ouais, bien sûr. Alors que l'autre en face, il était avec son général, Parumpa. Ça faisait c'est la troisième fois que j'affrontais Parumpa, qui me connaissait par cœur, qui savait que j'avais des péchés d'orgueil, qui savait que j'avais affronté plusieurs Brésiliens. De l'ATT surtout. Il était avec Moïse, Dustin et Moïcano. Et ce mec-là, il a été élu, je crois, en 2019 meilleur coach du MMA au monde. Donc voilà, le mec, il sait de quoi il parle. Il me connaissait par cœur. Il m'avait beaucoup. Donc en fait, je suis tombé sur un Moïcano qui connaissait Benoît Saint-Denis par cœur et moi qui n'avait pas correctement fait mes devoirs. C'est pas que je le connaissais pas, j'ai regardé bien sûr de ses combats, mais j'avais pas défini de stratégie claire, précise, avec détermination, avec répétition de gamme, et à ce niveau-là, en fait, tu as pas le droit d'avoir de round de découverte. On parle souvent de round d'observation en boxe, ça oui. Mais un round de découverte de l'adversaire, ça c'est interdit. Et c'est pas que je le connaissais pas, parce que je vais entendre bien sûr certains gens. Oui, non, bien sûr que j'ai regardé ce gars combattre. Mais il a manqué en fait des discernements dans l'analyse et parce que. Et en fait, tu le sens tout de suite. Excuse-moi de te couper, mais dans le premier round, tu le sens tout de suite. Je sens même dans les. Merde, il m'a manqué quelque chose. Dès le vestiaire en fait. C'est que j'avais pas la. En fait, je voyais comment battre le gars, mais c'est comme c'était pas clair, alors que c'était clair au deuxième round. Quand je me suis assis sur la chaise, je me suis dit, ok, maintenant je sais comment je vais taper ce mec-là. Bas sur les appuis, en anglais, je vais lui mettre la pression, je défends les takedowns ou c'est moi qui l'amène au sol. Et donc c'est toi qui découvres tout seul. Ouais, à l'inter-round, je savais exactement. D'ailleurs, le deuxième round, je le prends. Le deuxième round, je le prends et je pensais que ça allait continuer sur 4 rounds. Moi, je pensais pas qu'ils allaient arrêter. Ça, c'est peut-être un manque d'expérience collectif de tous ensemble. De pas discerner que le médecin allait arrêter. Moi, je pensais pas qu'il allait arrêter le médecin, honnêtement. Donc, je partais en mode guerrier, tu continues. Je partais en mode, ok, maintenant, je sais comment je vais battre ce mec-là. Il reste 4 rounds, c'est un main event. Et malheureusement, il a très bien fait son boulot, Moïcano. Il a placé des coudes qui ont été précis, percutants, qui ont permis de me fermer l'œil. Et voilà, ça reste du sport, donc c'est codifié et ça fait partie des blessures qui provoquent l'arrêt de l'arbitre. Et donc, tu n'as pas eu besoin en fait de recul. C'est-à-dire que sur le moment, tu comprends. Ouais, c'est ça qui était rigolo, c'est qu'au deuxième, c'est que entre le deuxième round, j'ai trouvé les solutions, mais c'est dommage c'est dommage de faire un si mauvais début de combat, un si mauvais round. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Et donc, je m'en suis beaucoup voulu aussi. Mais oui, bien sûr, c'est une leçon qu'on a tirée ensemble, après, avec l'équipe, parce que bien sûr, j'étais quand même entouré. Et je suis toujours entouré par les mêmes personnes qui sont autour de moi, qui sont, comme je le dis, des gens qui sont très compétents. Chacun dans son domaine. Mais chacun dans son domaine. Et c'est encore autre chose, le MMA de très haut niveau. La spécialité du MMA, la capacité de mettre le lien
voilà, entre ces disciplines et d'aller aussi demander du coup un travail spécifique à chaque coach, adapté à l'adversaire. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que même à l'école à laquelle j'ai été formé précédemment, c'était un peu l'école shootbox, c'est-à-dire tu fais un peu de tout, très généraliste, et tu rentres dans la bagarre, quoi. Et ce qui correspond pas mal à mon style, mais qui demande à ce niveau-là quelques réglages, parce que maintenant, c'est les dernières marches, c'est des marches qui sont élevées, et il faut se remettre en question, et il faut aller chercher la machine de capacité. précision. Au plus haut niveau, même si ton style marche, il C'est faut ça, bien sûr, bien les sûr. petites corrections. Il faut des qui font la corrections en fonction de l'adversaire, et il faut connaître l'adversaire par cœur, en fait. Et il faut ces corrections-là pour pas faire certaines erreurs qui sont impardonnables. Et tu les as compris, les critiques des gens sur cet interround où on voit qu'il n'y a pas de head coach. C'est-à-dire qu'on sent que chacun est dans sa spécialité. Christophe, Maxime, ils savent de quoi ils parlent dans leur spécialité, bien sûr. mais il manque un général. Oui, mais c'est comme j'ai dit, hein, je l'ai dit au coach après, hein, c'est aussi en très grande partie de ma faute, parce que c'est une erreur que j'ai pas réussi à reconnaître. C'est une faute qu'on a fait et qu'on a commise ensemble, mais bien sûr le plus fautif dedans c'est moi, et c'est une faute qu'on a partiellement tous un peu commis, quoi. C'est un peu un petit péché d'orgueil, un petit péché de, mais ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre. C'est comme ça, c'est l'histoire. Ça aurait été trop beau de taper Dustin, d'aller taper Makachev, et voilà, et en 4-5 ans de devenir champion en commençant le MMA. Voilà, l'histoire, elle sera pas écrite comme ça, elle sera écrite dans la difficulté, dans la dureté, et ça sera d'autant plus beau d'aller chercher des victoires. Si tu avais fait ça, on prenait notre retraite, nous, direct avec Baba. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit Baba qui est absent aujourd'hui parce qu'il doit s'occuper de ses enfants qu'on salue, qui nous écoutent. Mais si tu avais fait ça, si tu avais tapé Dustin puis Islam derrière, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? La carrière aurait trop été exceptionnelle. Pour rester sur Nicolas Haute, sur quoi tu sens qu'il peut le plus te faire progresser? Au-delà de ce côté d'avoir ce général qu'on connaît maintenant avec Nassour, et dont tu viens de nous parler pendant 10 minutes, mais sur quoi il peut te faire le plus progresser, Nicolas? Partout, parce qu'il va être, lui, il va être capable d'identifier mes forces et mes faiblesses dans chaque discipline, mais par rapport au MMA. C'est-à-dire qu'il y a tu peux avoir des forces et des faiblesses, mais qui vont être des forces et des faiblesses peut-être dans la discipline spécifique, par exemple en lutte pure, en sol pur ou en pied-point pur, mais qui vont pas forcément avoir un gros impact dans un combat de MMA. Et lui, il va avoir cette capacité à identifier, à avoir le moins de déchets possible. Et c'est ce qu'on voit, c'est un travail qu'il a fait qui est remarquable avec Nassour. Nassour, c'est un gros bosseur aussi. Et voilà, il est très bien entouré. Et Nico, il oriente de manière à ce qu'il y ait le moins de déchets possible dans ce que va faire Nassour. Et que les combats, en fait, ça soit il aime beaucoup cette expression de masterclass, mais voilà, il veut chercher ça. Et ses forces et faiblesses dont tu parlais, il a déjà identifié des choses en quelques semaines. Là, il t'a déjà orienté sur des choses où tu t'es dit, tiens, il a trouvé des choses, il a trouvé quelques clés. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est très intelligent et c'est quelqu'un qui s'investirait pas. Il s'investira avec aucun athlète s'il ne sent pas comme déjà qu'il y a des valeurs humaines qui sont similaires quelque part, ou au moins qu'il y ait la capacité de travailler avec quelqu'un correctement en ayant des bonnes relations. Un combattant qui lui donne du travail, qui va bosser et qui va essayer d'être performant, et en plus de ça, qui lui fait confiance, qui a une confiance mutuelle. Et surtout sans connaître le combattant. Il veut connaître le combattant, ce qui est normal. Et donc lui va faire beaucoup d'analyses. Et je pense qu'avant même d'accepter, je pense qu'il a étudié, il a regardé les pour et les contre. Et c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc forcément, il a tout regardé avant de me donner une réponse. À partir de ce moment-là, on s'est mis en marche pour bosser et aller chercher une date et un combat. On n'est pas là pour revenir sur l'histoire avec Daniel Warin de l'époque, mais quelle différence tu mets sur l'approche technique, l'approche humaine? Tu vois une vraie différence? Tu es plus à l'aise dans ton nouveau staff? Ouais, honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même approche. Là, on est sur une approche beaucoup plus. Il y a la capacité de mettre dans le dur comme pouvait l'avoir Daniel, mais en plus cette capacité à être tactique, technique jusqu'au bout, et surtout à être intéressé par tout le staff. Et aller voir qu'est-ce qui va être travaillé avec le coach de lutte, avec le coach de sol, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui est inutile pour le MMA, qu'est-ce qu'on doit renforcer, qu'est-ce qu'on peut mettre un peu de côté. Ça, c'est une capacité qu'il a, parce qu'en plus de ça, voilà, c'est quelqu'un qui est ceinture noire en lutte à livrer,
Il a été combattant professionnel de MMA. Il a un pied-point. Il se débrouille en pied-point, en clinch. C'est quelqu'un qui est intéressé partout. Il est compétent un peu partout. Et ça, c'est un des gros atouts aussi pour lui, parce que ça lui permet, comme il aime beaucoup intellectualiser, ça lui permet aussi de mieux comprendre tous les bons et les mauvais côtés d'un athlète. En fait, avec tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que Daniel était un bon cadre pour toi quand tu démarrais ta carrière, qu'il allait bien avec ton style, et que peut-être que Nicolas est un bon cadre pour la suite de ta carrière, quand tu dois faire ces petites corrections qui vont t'amener au plus haut niveau. C'est partages possible. C'est Ouais. possible. Hein. Maintenant, à nous de prouver, à nous de le prouver. C'est ça. Mais ce sera dans la cage le résultat, mais c'est l'impression que ça donne. Pour finir là-dessus, comment s'organise ton emploi du temps ? Puisqu'on sait que tu es à Bayonne, que tu restes vivre à Bayonne avec ta famille. Bien sûr, bah là, ensuite, je me mets dans le dur. Je suis en camp d'entraînement, donc je suis très très régulièrement à Paris. Mhm. Voilà, j'essaie de passer 2 tiers de mon temps à Paris pour m'entraîner avec Nico, parce que pour qu'il puisse lui mettre un travail en place de qualité, il lui faut du temps aussi, ce qui est normal. Et je continue aussi à travailler avec mon équipe à distance. Nico, il y a un suivi à distance avec l'équipe, donc pour l'instant, ça se corrèle bien, ça bosse bien. Et c'est important parce que de toute manière, dans le coin, il y aura un mix des deux. Et donc, il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre pour me rendre le plus performant possible. Puis je disais tout à l'heure, il y a du beau monde pour t'accompagner, les Souleymane Sissoko en anglaise, Alexis Nicolas pour la partie pied-point striking. Tu sens qu'il y a aussi une émulation, enfin, tous ceux à qui j'ai parlé, les noms que j'ai dit là, c'est des gens qu'on connaît ici bien au Fighter Club, qui ont toujours dit qu'ils étaient ravis de travailler avec toi, de t'aider à progresser là-dedans. Tu sens qu'il y a une émulation autour de toi avec ce que met en place Nicolas ? Oui, non, mais c'est surtout que c'est un bonheur et un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec des mecs de ce calibre-là dans leur discipline spécifique, quoi. Voilà, c'est l'art de. Il a cette capacité aussi bien offensive et défensive à être irréprochable dans la boxe anglaise. Une très jolie mobilité, vitesse de bras, coordination qui fait que ton niveau d'attention quand tu vas tourner avec lui va être élevé et tu vas beaucoup apprendre parce que tu vas avoir des mimiques qui vont être efficaces, tu vas en tirer le meilleur. J'ai toujours saoulé, c'est la belle boxe et la boxe efficace. Bien sûr, c'est très efficace. Avec Barbeau aussi, c'est très intéressant. Lui, c'est un prodige en pied-point. Il est très très fort en pied-point. Là, il a d'ailleurs une grosse échéance. Il combat pour la ceinture du One. Donc, on s'aide mutuellement. C'est des sparring qui sont intéressants pour l'un comme pour l'autre. Et c'est la beauté de ce sport aussi, de pouvoir faire des belles rencontres dans différentes disciplines. Et merci de la passe D, puisqu'on vous rappelle, ce sera sur RMC Sport dans quelques jours, la trilogie contre Réjean Hersel pour la ceinture du One, pour Alexis Nicolas. On sera tous derrière Barbosa, qui après sa défaite du deuxième combat espère remporter cette trilogie et reprendre la ceinture. Tu parlais aussi de ce style que va mettre en place Nicolas, avec ses petites adaptations, ses petites corrections. Je pense qu'on ne changera pas, Benoît. Tu as ton profil bagarreur, tu es comme ça, c'est ta nature aussi, et c'est ce qui fait qu'on t'apprécie dans la cage. Mais quel combattant t'aimerais devenir avec lui ? Est-ce qu'il y a un travail et il y a déjà des réflexions avec Nicolas de changer un peu ce style, d'être plus dans le contrôle ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? En fait, non, c'est avoir la capacité, comme il a, de tirer le meilleur des points forts et limiter les points faibles et pour un combat de MMA et tester. Il aime beaucoup tester, lui, mettre en application et comme ça, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et l'objectif, après, c'est que moi, j'arrive à faire le tri, à assimiler les informations et à être capable de reproduire ce qu'il veut de moi, quoi. On finit sur cette année 2024 que tu évoquais déjà tout à l'heure. Il y a eu cette défaite contre Dustin Poirier, c'était au mois de mars, UFC 299, puis l'UFC Paris, ce main event contre Renato Moicano. Quelle grande leçon tu tires de cette année 2024 ? Il y a eu la DXC aussi. C'est vrai, il y a eu la DXC aussi, c'est vrai. Remporté contre Marc Diakiese. Exactement, il y a eu une victoire quand même en 2024. T'as raison de le noter, Benoît. Quelle grande leçon t'as tiré ? Parce que c'était des gros rendez-vous. T'as buté dessus, je l'ai dit dans l'intro, mais il y a toujours des leçons à prendre des défaites, et on est dans un sport où la défaite, ça n'empêche pas de construire sa carrière derrière, même si certains nouveaux fans, pour le coup, ont du mal avec ce concept-là. Mais les défaites, ça fait avancer en sport de combat. Quelle grande leçon t'as tiré ? J'ai beaucoup plus appris, je les ai dit déjà, les leçons. Les gens écouteront le podcast, mais je dirais que j'ai quand même beaucoup plus appris du combat contre Moicano que celui contre Dustin, parce que contre Dustin, comme j'avais... il y a le staff, comme j'avais des doutes sur ma forme physique et je me sentais pas bien, j'arrivais pas
du coup, j'ai pas eu l'humilité de me remettre en question, autant que pour le combat contre Moïcano, qui m'a fait énormément grandir et apprendre. Parce que quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas parce que j'étais malade, quoi. Ouais. Et donc, du coup, T'as toujours ce ça doute m'a en biaisé, tête. ça Ouais. m'a biaisé, ça m'a biaisé. Tu le reprendrais pas dans l'état où t'étais à l'époque? Tu reprendrais pas Dustin là? Tu reporterais le combat? C'est compliqué, on l'a déjà dit ici. C'est Dustin la star. T'es pas dans la situation où tu peux c'est difficile. quitter à l'UFC. Après, je pense que ce serait. Je pense que ce serait avec Nico. Il faudrait demander poser la question à Nico. Qu'est-ce qu'il choisirait? Mais je pense qu'il faudrait. Je pense que c'est pas un choix que doit faire le combattant. Oui. Ça, c'est un choix que doit faire au ressenti. Le combattant, bien sûr, il doit aussi donner son avis. Mais ça, c'est l'expérience et l'expertise du coach qui doit se rendre compte ou poser des questions à son combattant. Ça peut arriver, là, on l'a vu, il y a eu une annulation là encore d'un main ou co-main. C'était celui qui devait affronter Gastelum là ce week-end, Oui, tout qui à est tombé malade. Ouais. Donc ça arrive en fait. Et je pense pas que c'est une honte, ça peut arriver. Il faut être, je dis pas à 100% de ses moyens, mais il faut être quand même en très très bon pour ce genre de grand rendez-vous, ouais. pour se rendre, parce que sinon ça manque de respect pour soi-même et pour son staff. Donc c'était dur de dire non, mais peut-être qu'il aurait fallu dire non. On la posera à Nicolas la question, mais le connaissant, quelque chose me dit qu'en tout cas il y aurait réfléchi fort, parce que vu le niveau du rendez-vous et l'importance de ce rendez-vous. Hier j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, Benoît, c'était une page américaine qui partageait un visuel et le titre du visuel c'était les prospects qu'on a envoyés trop haut, trop tôt. Et au milieu du visuel, c'était ton visage. T'étais avec Robelis Despeigne, le poids lourd, et t'étais avec Steve Herseg, le moins de 57 kilos. Tu penses qu'on t'a propulsé trop vite, trop Non. Par rapport à une construction de carrière, tu vois? Non, parce que c'est les résultats que tu fais qui te donnent les opportunités qu'on te donne. Donc non, moi je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça. J'étais sur 5 victoires avant la limite, à égalité avec Shavkat et Pavlovich. Donc dans cette caté, en lightweight, j'étais loin devant tout le monde avec ce type de victoire. Donc ils m'ont donné une grosse opportunité. Non, je pense pas. Je pense pas. Oui, c'était logique spontané. Moi, je partage ça. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense pas. D'ailleurs, c'était la logique en fait. D'ailleurs, je fais quand même un bon premier round. Je suis pas non plus allé pas préparé. J'ai fait un bon premier round malgré les conditions et on peut avoir les regrets qu'on a, mais ça fait partie du. C'est le sport qui est comme ça. On parlait tout à l'heure en souriant des réseaux sociaux aussi. On sait comment est le public français après des défaites. On sait qu'il est dur. Il est très très dur parce que le sport est jeune ici et que je le dis, on le dit souvent avec Baba, des gens n'ont pas encore saisi un peu c'est quoi ces sports vraiment. Ils sont pas assez fans du sport et de son histoire pour comprendre que les défaites ça arrive, que les obstacles sur la route arrivent. Comment t'as vécu les réactions des gens sur la route? Tu t'es un peu coupé de ça? T'as été curieux? T'as été regardé? Tu les as trouvés trop durs? Comment t'as vécu ça? Non, c'est une question très compliquée. C'est une question très compliquée. Pour moi, elle est même liée un peu à cette ambiance un peu tendue géopolitique actuellement qu'on a dans le pays, qui fait que peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui vont être pour ou contre. Et ça, actuellement, c'est difficile. Et je trouve que c'est fatigant, très difficile. J'aimerais bien un retour à l'apaisement et très tendu. à plus de c'est très tendu dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai qu'un Cyril nous avait dit qu'il s'était senti presque trahi en fait un peu parce qu'il y a des gens qui du jour au lendemain te déversent une haine qui même si t'as perdu ça devrait pas arriver. Ouais, bien sûr. Tu reparlais quand même de ce combat contre Moïcano, on va finir là-dessus, tu nous as un peu développé tout à l'heure, mais tu as parlé plus au moment où tu as compris que ça allait pas au premier round, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier round, dans ta tête, avec un peu de recul? Tu l'as revu déjà beaucoup, ce combat, ou pas du tout? Non, pas la peine. Non, si, je l'ai revu un peu, mais non, j'étais en fait, j'ai appliqué ce que j'avais appliqué pendant le camp d'entraînement, et ce que je voulais faire pendant 5 rounds, mais j'étais juste dans l'incapacité de tenir ce rythme, chose que j'avais été capable de faire 10-15 jours avant. Et là, j'étais pas dans la capacité de tenir l'intensité et le rythme que je voulais imposer. Parce qu'en face aussi, je l'avais beaucoup fatigué. La problématique, c'est qu'il faut avoir comme d'ailleurs on l'a vu après, Makhachev contre Poirier. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y en a à un moment donné. Dustin a fait une grosse erreur, mais Makhachev était pas loin aussi de prendre une correctionnelle s'il baissait trop de rythme à un moment donné, parce que Poirier, c'est quelqu'un qui gère très bien aussi son énergie. Donc
il fallait avoir la capacité de maintenir, de dominer sur le long terme, parce que c'est des combats qui sont durs, c'est des mecs qui vont pas taper au premier round, ou alors ça peut arriver hein, que tu les surclasses en puissance, mais c'est souvent des mecs qui vont te donner des ouvertures au fur et à mesure du combat. Ce Dustin Islam, c'était quand même un super combat, un des meilleurs de l'année dernière, c'est évident. T'as souri un peu quand t'as vu Moïcano prendre le short notice contre Makhachev, puisque en fait tes 2 derniers adversaires sont les 2 derniers challengers pour le titre de Islam Makhachev. Bah, non, pas spécialement. Hein. Je trouve que c'est bien pour lui, il a du mérite aussi. Donc, c'est un mec, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un mec qui a perdu que contre du top 5, que contre des champions. Il a perdu contre Volkanovski, je crois, Makhachev. Ma question sous-entendue, c'était tu t'es pas dit à un moment, ça aurait pu être moi. Ça traverse jamais l'esprit d'un combattant, ça? Bah, si, bien sûr, mais il faut le mériter. Et je vais terminer, Benoît, par une question globale. On te retrouvera le 10 mai dans l'octogone de l'UFC pour ton grand retour, et ce sera bien sûr à suivre sur RMC Sport. C'est quoi l'année idéale 2025 pour Benoît Saint-Denis? Comment tu l'imagines dans ta tête, si tout se passe bien? Bah, des victoires et surtout être capable de donner le meilleur de moi-même dès le départ, d'être concentré, d'être focus et de prendre du plaisir dans l'octogone et d'aller chercher des victoires. Tu te dis dans ta tête que tu dois quelque chose aux fans après l'année 2024, ou ça rentre pas dans ton logiciel? Tu dois toujours quelque chose aux fans, parce que c'est eux qui te font vivre, hein, c'est eux qui regardent tes combats, qui se lèvent tard le soir, qui restent levés tard le soir pour regarder tes combats quand tu es à l'étranger, ou qui viennent assister au combat lorsque c'est à Paris. Mais c'est bien sûr, tu dois toujours quelque chose aux fans, mais t'es pas focalisé là-dessus quand tu rentres dans l'octogone. Et on n'a pas encore de confirmation qu'il y aura un UFC Paris. On sait vers quelle date il sera, s'il est comme chaque année. Ce sera plutôt septembre, c'est plutôt cette période-là. Il y a une plus grande envie de revenir aussi à Paris parce que tu étais main event, que ça a fini comme ça a fini. C'est en toi un peu ça? Non. Là, je suis concentré, je suis déjà focalisé sur Montréal. Il y a que ça qui compte. compte. Là, pour moi, il n'y a que ça qui compte, exactement. Merci beaucoup, Benoît Saint-Denis, d'avoir répondu présent à cette invitation. C'était un plaisir, un honneur de t'avoir dans le RMC Fighter Club. C'est la dernière fois ensemble, mais j'espère que tu reviendras. Merci Alex, je passe aussi le bonjour à ma femme et à ma fille qui m'attendent à la maison. Écoute, avec grand plaisir, on leur passe également le bonjour, et on sera bien sûr tous là le 10 mai UFC 315 à Montréal pour voir le retour de Benoît Saint-Denis et pour voir la conquête, on l'espère, du titre et de la ceinture des moins de 57 kilos pour Manon Fiorot. Énorme soirée pour les MMA français à l'UFC, ça se passera chez nos cousins à Montréal, c'est l'idéal. Merci beaucoup une nouvelle fois Benoît Saint-Denis, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin, et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut Benoît, salut à tous, ciao. RMC Fighters Club.